Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bon, pour la première rencontre à l'ECA, donc hors Tunisie, nous avons l'immense plaisir, l'immense honneur, la fierté de recevoir parmi nous trois éminents penseurs que j'invite donc à se présenter donc sur scène. Madame Inès Safi, donc physicienne de renommée internationale, chercheuse au CNRS. Monsieur Flavien Enangoué, philosophe et diplomate de renommée internationale. Monsieur François Dos, philosophe, historien, épistémologue, la figure du parfait érudit. Alors, soyez les bienvenus, tous les trois. Et j'aimerais rentrer dans le vif du sujet en vous posant une première question, donc à tous les trois. On entend de plus en plus dans les médias une expression qui revient avec insistance, dans un contexte géopolitique extrêmement troublé, c'est l'expression Sud global. Bon, s'agit-il d'une expérience, selon vous, d'une expression, pardon, qui isole ou qui fédère? Un penseur n'est-il pas universel malgré lui, quand bien même il se définirait comme étant exclusivement du Nord ou exclusivement du Sud? Cette question, alors le Sud, d'abord on pourrait se poser la question pourquoi le Sud, puisqu'on a aussi dans l'imaginaire Orient-Occident. Pour moi, je pense que essentiellement il y a une culture, une unité de la Méditerranée qui a toujours ses traces malgré tous les conflits. C'est une civilisation qui a été unique, qui s'est nourrie. En fait, même la Grèce, qu'on situe en général du côté de l'Occident, elle est plus orientale qu'occidentale. Et je pense que je trouve pas mieux quelques vers de Goethe, qui avait écrit le Diwan en l'honneur de Hafez, qui écrivait que celui qui se connaît lui-même et les autres reconnaîtra aussi ceci. L'Orient et l'Occident ne peuvent plus être séparés. Heureusement, entre ces deux mondes, se bercer, je le veux bien. Voilà. Et je laisse les paroles à vous. Oui, cher Flavien Enangoué, la parole est à vous. Merci. Alors, pour répondre si on peut répondre à la question, ce que c'est que le Sud global. Alors, il y a à peu près un conflit en paternité, mais ce n'est pas les auteurs eux-mêmes, mais une indécidabilité par rapport à l'origine. Et j'ai lu récemment dans un texte d'une philosophe le Sud à la dérive, le Sud global à la dérive, que c'est Patrick Péritor qui aurait été le premier à utiliser cette expression. Mais en fouillant davantage, j'ai plutôt découvert que d'autres l'attribuent plutôt à Karl Oblepsy en 1969, lorsqu'il avait fait un article dans la revue Commonwealth, où à propos de la guerre du Vietnam, où il disait que c'était le fait de la domination du Nord sur le Sud global. Donc il serait l'auteur de la notion Sud global. Alors vous savez que dans ce contexte, la notion de Sud ne pouvait pas prospérer, parce qu'à l'époque, comme vous le savez, le monde était géopolitiquement divisé à Est et Ouest, et puis le troisième larron, c'était le grand tiers-monde. Mais cette expression était tellement péjorative, même s'il y a eu des efforts d'appropriation politique depuis Bandung, a cessé d'être pertinente dès lors que ce pourquoi elle était née, c'est-à-dire pour se distinguer de l'Ouest et de l'Est, ça n'existait plus après l'effondrement du mur de Berlin, il n'existait plus de tiers-monde. Alors est née donc, a surgi cette expression de Sud global, mais pour renvoyer à quoi? À une réalité plutôt géopolitique, qui n'est pas une réalité géographique, pour caractériser ceux qui sont arrivés comme par infraction dans une histoire, dans un système de relations internationales, du moins dans un système international, dont ils n'ont pas écrit la trame de l'histoire. Et évidemment, en tentant, vaille que vaille, de lui donner plutôt un contenu et qui n'était pas celui
sur lequel reposaient les relations internationales post-guerre froide. L'idée, c'est que malgré cette diversité, parce que la question qui se pose, c'est de savoir, mais est-ce qu'on peut parler du Sud au singulier? Est-ce que ne peut-on pas parler du Sud au pluriel? Au niveau de la scène internationale, même si les gens ne parlent pas d'une voix, il y a cet effort contester la pensée dominante. Vous voyez que, donc, dans un certain nombre de forums internationaux, on peut identifier comme ça, par rapport aux prises de position et aux préoccupations des uns et des autres, que les tendances ne sont pas forcément les mêmes. Quand je parle de l'agriculture à l'intérieur des négociations de l'OMC, je peux évoquer aussi la question de ce qu'on appelle les migrants, qui sont une préoccupation fondamentale. Mais lorsqu'on se place du côté du Nord, même si à l'intérieur donc, des pays du Sud, il y a cette préoccupation. Donc voilà, le Sud, pour me résumer, c'est davantage une question de géopolitique qui fait qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui n'étaient pas ceux qui sont au centre, mais qui étaient des acteurs de la périphérie, mais qui revendiquent maintenant être, peut-être pas au centre, mais de changer le cours des choses. Et voilà pourquoi des pays comme le Brésil ou encore l'Inde sont des grands pays, la Chine, qui se revendiquent du Sud, mais parce qu'ils estiment que le narratif qui est construit depuis des décennies n'est pas un narratif satisfaisant. Voilà ce que je pouvais dire d'entrée de jeu. François Dos, comment pourrions-nous échapper aux étiquettes réductrices nord-sud, selon votre expérience, d'après votre parcours? Je ne pense pas, moi, personnellement, que la notion de Sud global soit satisfaisante. Mais vraiment pas. Alors, effectivement, Monsieur Flavien Enongwe a bien rappelé ce que j'ai trouvé aussi en préparant un petit peu cette rencontre ce soir, l'origine historique. Je suis historien, je ne suis pas professionnellement, l'origine historique de ce terme Sud global. Or, effectivement, j'ai trouvé le même nom propre que vous, la même date, 1969. Et rappelons que cette notion de Sud global a été, ça m'a surpris d'ailleurs, employée pas tellement dans le sens aujourd'hui, on peut l'employer du fait de la mondialisation, de la globalisation de l'économie mondiale sur un concept qui est d'abord, et vous l'avez bien dit, un concept géopolitique avant tout, plus qu'économique. Il a été utilisé dans le cadre de la lutte contre la guerre du Vietnam. Cette réalité ne me semble pas pertinente. D'ailleurs, au G20, il y a aujourd'hui plusieurs pays dits du Sud qui sont membres du G20. Pour penser le monde, je préférais le concept qu'ils ont avancé dans Deleuze et Guattari dans un livre qui s'appelle Kafka, mais qu'ils ont repris et thématisé, généralisé, conceptualisé dans un autre gros livre qui est venu après l'Anti-Oedipe, qui est Mille plateaux, qui est le concept de rhizome. Le concept de rhizome me semble beaucoup plus approprié. Pourquoi ? Parce que vous avez des entrées multiples. Et on est là dans une complexité réelle. Ça, il ne suffit pas d'évoquer Edgar Morin pour dire qu'on est pour la complexité. Là, on a une représentation du monde qui permet, dans Mille plateaux avec rhizome, de montrer que vous avez des connexions possibles en tout point, hétérogènes les unes aux autres, mais qui vous donnent des agencements. Et des agencements parfois pertinents, impertinents, productifs, improductifs, et qui donnent des micro-politiques qui se chevauchent les unes les autres, les plateaux, l'entre-deux des plateaux, et avec des phénomènes de déterritorialisation, de reterritorialisation. Il y a là une logique qui, vous voyez, met en
en relation des pays différents, des pays avec des visées impérialistes, des pays qui subissent des dominations insupportables, mais qui ne sont pas forcément du Nord et du Sud. C'est-à-dire, on vit dans les pays du Nord un certain Sud, et dans les pays du Sud, on vit un certain Nord au sens, on l'imagine en termes de développement. Donc, je pense qu'on est voilà, dans des, là encore pour reprendre des concepts deleuzo-guattariens, on est dans des espaces lisses, des espaces triés, et c'est un peu là-dessus qu'il faut travailler, plutôt que de travailler sur, comme ça, un Nord global et un Sud global qui appartient surtout au fantasme. Merci, cher François Dos. Sakanda